fédérale du Nigeria. Toute l'équipe du débat se délocalise à l'occasion de l'investiture du tout nouveau président nigérian Muhammadu Buhari. Vous savez, c'est un moment historique parce que c'est la première fois que le Nigeria connaît une alternance démocratique. Alors ici, nous sommes à la gare de Niania. C'est ici que Boko Haram a frappé il y a tout juste un an, 2 fois dans cette gare, 2 semaines d'intervalle. La lutte contre islamiste, eh bien, ce sera le grand défi qui attend le nouveau président nigérian, mais pas uniquement. Il y a également des défis économiques et sociaux. Le Nigeria, en quelques chiffres, c'est près de 180 millions d'habitants. Il s'agit du pays le plus peuplé d'Afrique, premier producteur de brut du continent, mais plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. On en parle tout de suite avec nos invités dans le débat. Et je présente tout de suite mes invités. Rémi Chomaya, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes ancienne candidate à la présidentielle. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la seule femme qui s'est présentée à cette élection présidentielle, à cette toute dernière élection présidentielle. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Kadri Ouedraogo, bonsoir. Vous êtes président de la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. On voit d'ailleurs le siège de la CEDEAO qui est à Abuja et qui est tout juste derrière vous. Le siège de la CEDEAO, pardonnez-moi, en fête aujourd'hui parce que votre organisation fête ses 40 ans d'existence. Et puis je le dis à nos téléspectateurs, vous avez été Premier ministre du Burkina Faso, c'était entre 1996 et 2000. Moussa Abdelraouf, bonsoir. Vous êtes consultant du Nigerian Young Professional Forum. C'est un forum qui met en fait en contact tous les jeunes Nigérians à travers le monde, qui les met en contact professionnellement. Vous nous en parlerez dans cette émission. Et puis avec nous, Djibril Ibrahim, bonsoir. Vous êtes ancien directeur du Center for Democracy and Development. C'est une organisation non gouvernementale qui a entre autres pour objectif de promouvoir les valeurs de la démocratie ou encore des droits de l'homme. Rémi Sonaya, la journée à laquelle on a assisté aujourd'hui, cette investiture de Muhammadu Buhari, est-ce que c'est une journée historique ? Oh, absolument. Absolument, parce que comme vous savez, c'est la première fois au Nigeria que nous avons une telle passation entre un président d'un autre parti et entre 2 présidents de 2 différents partis. Et voilà pourquoi nous considérons que c'est une journée vraiment historique et ça prouve en quelque sorte que notre démocratie commence vraiment à s'établir. Un petit mot encore, est-ce que c'est difficile d'être femme en politique au Nigeria ? Pas trop, je dirais. C'est vrai que les gens disent que être femme, beaucoup de violence, etc. Je dirais il faut peut-être bien choisir son parti. Parce que voilà pourquoi moi j'ai choisi un parti politique pas connu pour la violence. Et ça a été une expérience vraiment formidable pour moi. Dis-moi, vous n'avez pas de doute sur ce nouveau président? C'est un démocrate converti. On rappelle quand même à nos téléspectateurs que c'est un ancien général putschiste. La démocratie n'est pas une question de croyance, c'est un... L'élection a-t-elle été accueillie par la jeunesse nigériane? On rappelle quand même que les jeunes Nigérians représentent la majorité de la population. Comment cette élection a-t-elle été accueillie? Alors, je pense que tout le monde a été très content parce que c'est un événement historique. Pour une première fois, comme vous l'avez dit, on va donc passer d'un parti à un autre parti.
Et deuxièmement encore, je pense qu'il faut retenir ce héros de ces élections, pour moi c'est le président Goodluck Jonathan, pour avoir même avant la fin, avant même la déclaration officielle des résultats, il a déjà félicité son candidat. Donc je pense que pour moi c'est un mouvement qui a été vraiment accueilli par tout le monde. Et les jeunes sont contents de cette élection. Voilà, nous sommes très contents et nous avons beaucoup d'espérance. Le général Bouhari, il a 72 ans. Hein. Oui, et je pense que les jeunes n'ont pas hésité puisqu'ils constituent, je dirais, une grande partie du groupe électoral. Ils n'ont pas hésité à choisir ce général parce qu'ils croient en lui. Monsieur Ouédraogo, vous qui avez vécu la chute de votre président Blaise Compaoré, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui il y a un vent de démocratie qui est en train de souffler sur l'Afrique de l'Ouest et que le Nigeria en est un exemple? Je dois dire qu'aujourd'hui est un grand jour pour la démocratie en Afrique de l'Ouest et je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble du peuple nigérian, à ses leaders et aussi aux acteurs politiques pour le grand sens de maturité qu'ils ont démontré au cours de ces élections qui étaient essentielles pour la CEDEAO, parce que ce qui se passe ici au Nigeria a des implications fortes dans notre région. Et c'est pour ça que notre communauté a accordé une grande importance au processus électoral au Nigeria, qui a été observé par une mission de 250 membres conduite par l'ancien président du Ghana, et le président en exercice de la CEDEAO a visité le pays par 2 fois pour apporter la contribution de la CEDEAO, et nous sommes heureux de voir que cela a abouti à une alternance pacifique, ce qui est vraiment un des rares exemples dans notre région, et nous ne pouvons que nous féliciter. Djibril Ibrahim, le tout nouveau président Muhammadu Buhari s'est fixé comme objectif la lutte contre Boko Haram, hein, c'est l'une de ses priorités. Est-ce que le fait que ce soit un ancien général, est-ce que c'est un atout dans la lutte contre Boko Haram? Je pense que c'est un atout. C'est un atout surtout parce que l'institution militaire elle-même n'a pas dû sa capacité. On est passé 2 ans dans ce pays qui est dans une guerre civile sans ministre de défense. Buhari était dans une armée nigérienne qui fait de son boulot, qui fonctionnait bien, et il va essayer de recréer ce type d'armée qui suit les règles institutionnelles, qui a un sens de formation et des cadres, des officiers et des soldats. Et je pense que cette idée de reconstruction des institutions de l'État est peut-être sa contribution la plus importante pour l'avenir. Rémi Sonaïa, vous savez, nous on a beaucoup parlé en Europe, hein, mais la communauté internationale, le monde entier a parlé de ces filles de Chibok hein, qui ont été enlevées par la secte islamiste Boko Haram et dont on est toujours sans nouvelles. Il y a eu cette fameuse campagne Bring Back Our Girls. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs comment est née cette secte islamiste Boko Haram? C'est seulement on savait vraiment ce qui a donné lieu à ce secte. Bien sûr que nous avons vécu toutes sortes de mouvements fondamentalistes, islamiques, depuis peut-être une bonne vingtaine d'années. Il y a eu des insurgences, etc. Mais vraiment, la cruauté que nous voyons démontrée par Boko Haram, ça choque. Ça choque, ça nous choque, nous tous. Et on ne sait vraiment pas ce qui a engendré ce genre de mouvement terrible. Pour moi, personnellement, je trouve difficile à croire que ce sont mes compatriotes qui oseraient faire ceci à des jeunes filles de mon pays. Je trouve vraiment difficile à comprendre la mentalité ou bien les questions, pourquoi, le pourquoi de tout ceci, ça m'échappe, hein, vraiment, jusqu'à aujourd'hui. Moussa Abdelraouf, est-ce que vous avez le sentiment, parce que je le dis à nos téléspectateurs, ici on est à Abuja, et si on va regarder une carte d'Abuja, Abuja c'est vraiment au centre du pays, hein. Si on devait faire un point vraiment sur la carte, je crois qu'il y a une colline
ici aux alentours, qui représente géographiquement, qui est le centre du pays. C'est un pays qui est fracturé en deux, entre le nord qui est musulman et le sud qui est chrétien. Est-ce que vous avez le sentiment que le sud est solidaire de ce qui se passe aujourd'hui dans le nord? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Tout le monde aimerait que la sécurité revienne dans le nord-est du Nigeria. Et je pense que les gens du Sud ont toujours exprimé leur amitié vis-à-vis de ceux du Nord, parce que n'oublions pas, lorsqu'il y a des exactions, des tortures, des enlèvements, des tueries, certains quittent le Nord pour venir s'installer au Sud. Et au Sud, ils trouvent qui? C'est les frères nigérians qui, je dirais, les accueillent. Et deuxièmement, l'armée nigériane, elle est composée de Nigérians, de nordistes, de sudistes, je ne dirais pas d'armée nordiste, non, mais en fait, aujourd'hui dans l'armée, tout le monde a combattu contre Boko Haram. Donc, nous espérons que cela s'arrête. Parce que nous les jeunes, nous sommes ceux-là qui sont les victimes tous les jours des enlèvements. Vous imaginez par exemple ces collégiennes, c'est l'avenir du pays qu'on met en péril. Donc j'aimerais que cela s'arrête et j'espère que le nouvel gouvernement va donc continuer sur la lancée que le précédent gouvernement a fait pour donc mettre un point final à l'insécurité dans le nord-est du pays. Kadri Ouedraogo, est-ce que les pays de la région ont vu monter ce péril, cette secte islamiste? Parce que finalement on en parle depuis 2009-2010. Est-ce que les pays de la région ont vu monter le péril? D'abord, permettez-moi de redire la ferme condamnation de la ZDAO contre tout acte de terrorisme dans notre région. Et je voudrais signaler la contribution du Nigeria au maintien de la paix et de la stabilité dans notre région. Alors, lorsqu'un tel pays a des difficultés, il est du devoir des autres pays de venir l'assister. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que ces mouvements terroristes, bien sûr, existent depuis quelques années, mais je pense qu'on a quelque peu sous-estimé la dimension régionale de ce phénomène. On a pensé d'abord que c'était des phénomènes nationaux avant de se rendre compte que c'est une nébuleuse qui concerne toute notre région et qu'il fallait que les États mettent en commun leurs efforts pour les combattre. C'est la raison pour laquelle l'intervention de la CEDEAO a été requise et je rappelle qu'il y a eu un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Accra l'an passé, consacré à la situation au nord-est du Nigeria et au nord du Mali. Et à partir de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont donné instruction que nous collaborions avec les autorités du Nigeria pour venir à fin du fléau. Il y a eu la réunion des chefs des services de renseignement de tous les 15 pays membres de la CEDEAO et bien sûr il y a des mesures de coopération qui sont en train d'être mises en œuvre. Djibril Marine, pourquoi on en est venu à une telle situation dans le nord du pays? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est la zone du pays le plus pauvre, avec les indices de pauvreté les plus élevés au pays. Deuxièmement, il y a l'aspect culturel que dans le nord-ouest et nord-est du Nigeria, il y a 11 millions de jeunes entre les âges 5 et 15 qui ne sont pas avec leurs parents et qui vont comme les talibés pour apprendre le Coran. Une société qui a 11 millions de jeunes hommes, toutes seules, dans les villes qui n'est pas la leur, toujours subit un danger de décomposition sociale, décomposition familiale. Troisième facteur, le rôle des politiques. On sait bien que dans cette zone, beaucoup de politiciens donnent et des armes et de l'argent à ces jeunes pour jouer un type de politique antidémocratique et perpétrer des violences. Avec cette culture, il est possible très facilement que ces gens-là s'échappent à leur patron d'origine. Finalement, c'est quand même une partie du monde où la religion joue un grand rôle. Et la religion, on sait bien, a des aspects locaux
mais aussi et surtout fait partie d'un mouvement global. Et je pense que l'aspect de globalisation a beaucoup joué dans l'émergence de ces mouvements-là. Donc il y a beaucoup de facteurs, mais dans un mot, on peut dire c'est la malgouvernance dans le nord-est, dans le Nigeria tout entier, qui a provoqué cette jeunesse désœuvrée d'agir d'une manière qui n'est pas du tout normale. Rémi Chonaria, Boko Haram, ça veut dire contre l'éducation occidentale. On en est là aussi parce qu'il y a, comme vous disiez, cette déshérence, parce qu'il y a l'absence, on va en parler, d'infrastructures, d'investissements justement dans le nord du pays, du désespoir de ces jeunes populations. Mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est hérité de l'héritage colonial, qui trouve son terreau là, dans cette haine finalement de l'Occident? Oui, c'est vrai, il y a une sorte de haine, mais je pense que c'est la faillite en quelque sorte de l'État. Parce que vraiment, moi je trouve difficile à imaginer un Nigérian, un pays, un Nigeria, où il y a des services, où tout le monde a ce qu'il faut pour vivre, etc. Et qui tombe dans cette sorte de situation. C'est parce que nos gouvernements ont failli à leurs responsabilités. Et je pense que maintenant que nous avons démontré que nous sommes capables de faire des élections plutôt acceptables, passons maintenant à la gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Sinon, c'est fichu, hein, complètement. On va faire une petite pause, quelques minutes, le temps de retourner à Paris pour prendre connaissance de l'information. Et puis on se retrouve dans quelques minutes à Abuja pour parler toujours de la lutte contre Boko Haram, mais pas uniquement, des défis aussi économiques et sociaux qui attendent le président Muhammadu Buhari. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays qui est pourtant le premier producteur de pétrole du continent. A tout de suite. Just stop it. Ok. Just stop it. Retour à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, à l'occasion de l'investiture du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari. Alors nous allons aller à la rencontre de ces Nigérians et on va leur demander ce qu'ils attendent de leur nouveau président. Hello, what do you expect from the new president? We expect reformations. Ce qu'on attend, c'est des réformes dans le domaine du pétrole, de l'agriculture. On a besoin d'énergie et on ne peut pas être dans une situation où les contrats ne sont pas honorés. Il nous faut des routes, de l'eau, de l'électricité. Basically, we lack good roads, we lack water, we lack light. We want change, actually. On veut du changement. Le nouveau président doit vraiment nous aider en ce qui concerne l'emploi. Toute cette histoire de pénurie de carburant, par exemple, j'étais censé partir à 6 heures. Mais c'est impossible de trouver une voiture. J'en attends vraiment plus. Boko Haram a déjà tué nos parents, nos frères. C'est pour ça qu'il faut que Goodluck Jonathan parte. S'il part, il y aura la paix. Il n'y a pas de sécurité au Nigeria. Aucune. Il n'y a pas de travail, pas d'argent. C'est pour ça qu'on a besoin du général Buhari. Nous avons besoin de Buhari dans notre vie. Thank you very much. Voilà, vous venez d'entendre ces paroles de Nigérians. On en parle tout de suite avec nos invités en plateau. Moussa Abdelraouf, le fait que Muhammadu Buhari soit un homme du Nord, il est né dans l'état de Katsina, est-ce que cela peut changer la donne? Est-ce que ça veut dire qu'il aura peut-être une plus grande implication dans ce qui se passe dans le Nord, à la fois implication politique, militaire, mais aussi économique? Oui, je pense que c'est un fait réel parce que parmi les Nigériens, il y a certains qui sont tribaliques
hein, qui essaie toujours d'interpréter certaines actions en fonction de l'origine de la personne. Donc, mais je pense que c'est une question d'éducation. Hein, c'est une question d'éducation. Quand on est président, on n'est pas président pour sa tribu, pour son État. Hein, je pense qu'on est président pour toute la nation. Et donc, il sera le président, vous pensez, de toute une nation? Alors, je pense ou est-ce que vous pensez qu'il va peut-être privilégier cette question, je pense déjà que dans les 100 premiers jours du général Buhari seront très critiques parce que ce sont ces 100 premiers jours qui vont nous donner vraiment la direction de ce gouvernement. Je pense qu'il aura un premier défi. Le premier défi pour Buhari, ce serait de nommer, hein, déjà former un gouvernement. Et vous le savez, on pratique, je dirais, une idéologie où le ministre, hein, où chaque État a un ministre qui doit être présent au sein du gouvernement. Alors, est-ce qu'il va suivre cette formule qui a été adoptée déjà par l'ancien parti politique, le PDP, ou il va rompre avec cela et bon, on verra. Je pense que les 100 premiers jours, vous dites, il va falloir vraiment les scruter à la loupe. Mais c'est partout pareil. Hein. Voilà. Que ce soit en Afrique ou que ce soit en Occident, les 100 premiers jours sont souvent déterminants. Voilà. Djibril Brahim, il y a eu une petite polémique quand même autour de ce nouveau président. Tout d'abord, il a soutenu l'application quand même de la charia dans le nord du pays. Et puis en 2012, et ça ne date pas finalement il y a si longtemps, il a dit quand même qu'il fallait négocier avec Boko Haram. Est-ce qu'on peut lui faire confiance dans cette lutte contre Boko Haram? Oui. Il y a eu des propos ambigus tout de même. Non, ce n'est pas du tout ambigu qu'il a soutenu la charia, mais on a une constitution dans ce pays qui dit que la loi religieuse et culturelle sont acceptées. Donc si la constitution dit qu'on peut avoir la charia, je ne vois pas pourquoi les gens vont dire pourquoi Buhari accepte cela. C'est la constitution qui l'accepte. Je pense franchement, son attitude, comme l'attitude de la plupart des nordistes, est que le mouvement Boko Haram s'est créé pour détruire la société nordiste. Les victimes principales du mouvement Boko Haram, c'est les musulmans du Nord. Et c'est pourquoi chaque dirigeant qui vient de la région doit prendre avec sérieux cette lutte contre Boko Haram. On a étudié ces mouvements et on sait que c'est un mouvement qui, sur beaucoup de points, contrarie la religion musulmane. Parce que ce n'est pas vraiment accepté de tuer les musulmans, d'agir d'une manière contre toutes les lois de la religion. Cette question des femmes qu'il prend par exemple, la religion n'accepte pas cela. Et je pense beaucoup de fois, le président Buhari a insisté qu'il va lutter pour en finir avec ces mouvements et il va le faire avec détermination. Monsieur Ouédraogo, alors je sais que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais tout d'abord, est-ce que la CEDEAO a confiance en ce nouveau président? Je vous pose la question parce que je pense au président Idriss Déby, président tchadien, qui a eu des mots très durs vis-à-vis de l'ancien président Goodluck Jonathan en disant que finalement il n'en avait pas fait assez et qu'il avait même laissé pourrir la situation dans le Nord. Bien, je crois que d'abord il faut me permettre de souligner le rôle fondamental joué par le Nigeria dans le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais rendre hommage à l'action du président Goodluck Ebele Jonathan qui s'est investi dans notre processus d'intégration. Comme vous le savez, il a fortement été impliqué dans la recherche de la paix, que ce soit dans la crise ivoirienne, que ce soit dans la crise malienne où il était co-médiateur, que ce soit dans la crise de Guinée-Bissau où il était le président du groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau, ou que ce soit récemment à la crise burkinabé où il s'est déplacé lui-même à Ouagadougou le 5 novembre en compagnie du président Mahama. Vous saluez son action, il a eu des mots beaucoup plus durs. Il n'en a pas fait assez, il a laissé pourrir la situation. Je pense que le commentaire fait surtout trait à Boko Haram, pas à l'action globale du président Ebele. Pour ce qui concerne Boko Haram, c'est un sujet de préoccupation non seulement pour le Nigeria, mais pour l'ensemble des pays voisins. Parce que cette crise
ne concerne pas seulement que le Nigeria. C'est pour ça que les pays voisins sont quelque peu impatients de voir une action collective. Et je crois que dernièrement, c'est ce qui a été fait puisque les 5 pays se sont mis d'accord pour envoyer 7500 troupes sur le terrain. Et on a vu que depuis qu'il y a cette coordination, les résultats sur le terrain sont appréciables. Et je voudrais saisir l'occasion pour rendre hommage aux pays comme le Tchad, le Cameroun, le Niger, qui ont contribué au succès que nous notons actuellement dans la lutte contre Boko Haram. Oui, Rémi Choyaya, en effet, il faut dire qu'aujourd'hui la secte recule, elle recule de plus en plus dans le nord-est du pays. Et aujourd'hui, il y a eu quand même des succès militaires grâce notamment, il faut le dire, à cette coopération régionale et le Tchad qui est en première ligne. Oui, tout à fait, mais n'empêche que les gens posent la question quand même, pourquoi se donner au début de cette histoire, surtout de l'enlèvement des jeunes filles de Chibok. Peut-être qu'on a perdu du temps et voilà pourquoi cela continue de traîner et traîner. Mais c'est vrai qu'on a connu pas mal de succès plus récemment et on espère que cela va continuer. Il y a une autre chose. Il y a des gens qui se demandent pourquoi pas au niveau de la CEDEAO par exemple, on ne va pas mettre sur pied une sorte de force armée comme on en a fait pour ECOMOG. Parce qu'il s'agit quand même de quelque chose qui menace la région tout entière. Ouais, je voudrais juste répondre à Mme Solaya pour dire que oui, nous sentons la nécessité d'avoir un dispositif militaire au niveau régional pour faire face aux crises que nous vivons dans notre sous-région. Vous avez fait référence à ECOMOG. En réalité, ECOMOG, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la force en attente de la CEDEAO. Mais cette force en attente existe, c'est qu'elle n'est pas simplement visible et cantonnée en un même endroit. Elle est constituée de bataillons entraînés et formés dans chaque armée nationale qui puissent être mobilisables très rapidement. Et nous sommes en train de mettre en place un dépôt d'équipement pour qu'en cas de déploiement, cette force puisse avoir les moyens logistiques pour se déployer sur le terrain, mais puisqu'elle puisse aussi avoir les équipements pour se battre, en plus de la composante entraînement qui est actuellement en cours. Donc nous renforçons cette force en attente. C'est toujours compliqué en Afrique de faire des coopérations, et notamment des coopérations, il faut se dire la vérité, des coopérations militaires. Soit les pays ne veulent pas donner d'hommes, soit il y a des problèmes de moyens. Enfin bon, c'est toujours extrêmement compliqué. On le voit dans le cadre même de l'Union africaine, c'est pas facile. Djibril Ibrahim, pour reprendre la main sur le nord, il y a l'action militaire, on en a parlé. Mais vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, il y a l'action économique. C'est-à-dire, ce que nous racontent ici des Nigérians, ils disent quand vous allez dans le nord, il n'y a pas de route, les gens n'ont pas d'eau, pas d'électricité. On me dit il n'y a pas que dans le nord, il y en a dans le sud aussi, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que le président Buhari, est-ce que ce pays a les moyens financiers de développer des infrastructures dans le nord? Je vous pose la question s'il y a des moyens financiers, parce que c'est quand même le premier producteur de brut du pays, c'est aujourd'hui la première économie du continent qui a dépassé même l'Afrique du Sud, même si ce n'est pas vrai en termes de développement, mais en tout cas, ce sont les chiffres. Est-ce qu'il va avoir les moyens financiers d'investir dans le Nord? Effectivement, la question financière est extrêmement difficile parce que, comme tout le monde le sait, le Nigeria dépend sur le pétrole et le prix du pétrole a baissé fortement cette année et depuis l'année dernière. Mais c'est peut-être pour le Nigeria une opportunité. Le Nigeria a eu une guerre civile, 67-70, et il n'a pas prêté de l'argent pour cette guerre civile. Il avait une capacité de générer les revenus, un système de taxes qui fonctionnait, la fonction de la production agricole. L'État nigérien a perdu cette capacité de générer lui-même les revenus. Maintenant que... C'est un État rentier en fait. Oui, c'est un État rentier. 80% je crois du budget de l'État dépend du pétrole. C'est incroyable. Absolument. Et moi j'ai dit voilà une opportunité. Cette rente-là a trop diminué. L'État n'arrive plus à payer même ses fonctionnaires. Il y a donc 26 de 36 États. Il n'arrive pas à payer les salaires. Sur le plan fédéral,
tous les salaires payés cette année ont été empruntés de banques. Donc, il faut quand même commencer à reconstruire un État qui a la capacité d'avoir un rapport avec les citoyens. Quel est le rapport citoyen-État? Les citoyens paient le taxe, l'État fait des biens publics pour le bénéfice de cette société-là. C'est ce rapport citoyen-État qui doit commencer à surgir dans ce pays pour adresser cette crise économique et sociale qui frappe le pays. Alors incroyable, je vous le disais, le Nigeria, premier producteur de brut du continent. Et pourtant, les Nigérians, en ce moment, quand ils vont dans les stations essence, figurez-vous qu'ils ne trouvent pas d'essence. Et vous voyez, ils attendent, ils sont nombreux. Ce sont toutes ces files de voitures que vous voyez là, derrière moi. Ce sont des mètres et des mètres de files de voitures. Ils attendent pour avoir de l'essence. Et c'est quand même un comble au Nigeria, qui est quand même le premier producteur de brut sur le continent. 5 heures. Ça fait 5 heures que j'attends, que je fais la queue pour arriver à la pompe. Les files sont longues. Et si vous voulez de l'essence, vous n'avez pas le choix, il faut faire la queue. J'ai dû en acheter au marché noir. Je fais la queue pour avoir un peu d'essence, au moins pour pouvoir emmener les enfants à l'école. C'est vraiment très décevant. Vraiment. Rémi Chenaya, ils sont exaspérés, on l'a vu, hein, les Nigérians, et malgré tout, il n'y a pas de révolte. Et c'est quand même assez incroyable, il n'y a jamais de manifestation. Alors, il y a des problèmes d'essence, on en a parlé, mais il y a aussi des coupures d'électricité. On le voit là où on est, où il y a les générateurs soudainement qui se mettent en marche. Ça, c'est quand vous avez la chance de pouvoir avoir un générateur, ce qui n'est pas le cas évidemment pour la majorité de la population. Il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Et pourtant, il n'y a pas un vent de révolte qui souffle. Comment vous expliquez ça? Parfois, je me dis, est-ce que c'est qu'on est trop fatigué? Hein? Toute notre énergie se dépense, c'est pour vivre, pour survivre. Donc on est complètement fatigué. Les gens sont tellement appauvris, ils n'ont plus d'énergie. Mais aussi, dans cette situation particulière, je pense que c'est, il y a un sentiment, ok, on va rester tranquille, on sait qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'attentes, etc. Et peut-être que c'est ça, cette fois-ci. Parce que oui, les gens en ont vraiment marre, mais c'est vrai ce que vous avez dit. Où sont les manifestations, dans les rues? Rien du tout. Ça ne bouge pas, oui. Ça ne bouge pas. Moussa Abdelraouf. Alors, je pense que les jeunes, par exemple, je ne pense pas qu'ils sont sous les meilleurs de la situation présente. Dans un premier temps, il faut identifier quelle est la cause de cette pénurie. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de pétrole ou de carburant dans le pays, il y en a. Mais en fait, voilà, il y a des gens des privés, qui disent que en fait, l'État leur doit de l'argent, il faut que l'État paye la totalité. Et voilà, c'est ce dialogue-là. Et donc, nous les jeunes, on attendait vraiment qu'il y ait vraiment une négociation pour que ce problème-là soit résolu le plus tôt possible. Et quand vous parlez de révolte, déjà, sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont exprimés. Beaucoup se sont exprimés. Et donc, il y a déjà, même je crois, le syndicat des travailleurs qui a menacé d'aller en grève, d'organiser des marches généralisées si vraiment le gouvernement n'arrive pas à régler ce problème de pénurie. Et Dieu merci, je pense, depuis hier, ce problème a été résolu et petit il y a un à petit, accord qui a été trouvé, un retour à la normale. Parce que ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que le Nigeria a beaucoup de brut, mais qui doit raffiner à l'extérieur parce que les raffineries sont défectueuses aujourd'hui dans le pays. Voilà. Donc là, il y a peut-être une réforme à faire, peut-être mettre en marche, peut-être un jour quand même ces raffineries. Alors, quand vous parlez de réforme, en fait, je pense que cette pénurie a mis à jour vraiment qu'il faut diversifier l'économie. Diversifier dans d'autres secteurs. Ce n'est pas seulement. Voilà, il y a plein d'autres secteurs qu'on pourrait profiter. Aujourd'hui, le Nollywood, c'est qu'on appelle ça.
c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Le cinéma. Le cinéma. Voilà le cinéma nigérien. Et voilà, donc il y a vraiment l'agriculture, les services. On a des Nigérians talentueux, ingénieux, qui ont des idées qui attendent seulement juste des dizaines de mille pour mettre sur pied sur ce projet. Donc je demande à ce que vraiment ce nouveau gouvernement puisse mettre à la disposition des jeunes. Les jeunes quittent beaucoup le pays, les jeunes diplômés partent. Voilà. Aujourd'hui, ils ne restent pas dans le pays. C'est une question que je vous pose. Voilà, donc oui, je ne dirais pas tout. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde voilà, vraiment, c'est la mondialisation. Donc, on ne peut pas empêcher vraiment ces migrations dans le domaine professionnel. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que le Nigeria a toutes les ressources, a toutes les capacités pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des jeunes. C'est tout simplement un bon gouvernement. Monsieur Ouédraogo, le Niger a toutes les capacités, en effet il a des ressources gigantesques, mais il y a un problème et c'est un fléau. Vous allez me dire, c'est pas que le continent africain, on le trouve aussi ailleurs, mais c'est quand même un fléau qui ronge ce continent, c'est la corruption, c'est la malgouvernance, le clientélisme. Vous êtes d'accord pour dire que c'est ça aujourd'hui l'un des gros problèmes du continent et le problème du Nigeria? D'abord, je reconnais effectivement le poids fondamental de l'économie du Nigeria dans notre région. C'est un produit intérieur brut estimé à quelques 500 milliards de dollars en 2014. C'est la première économie africaine et c'est aussi le premier producteur de pétrole en Afrique. Mais je dois dire qu'il a besoin de diversifier son économie. Et tout à l'heure, lorsqu'on parlait du secteur des services, je dois dire que ce mouvement est en cours parce que l'agriculture ne représente plus que 20% du produit intérieur brut du Nigeria, tandis que le secteur des services représente 55%. Donc on est en voie vers une diversification pour que cette économie qui est la plus puissante d'Afrique puisse faire un effet d'entraînement pour l'Afrique de l'Ouest. Si je prends le cas de l'énergie, le Nigeria a le potentiel pour alimenter toute l'Afrique de l'Ouest en énergie, que ce soit par le gaz, ou que ce soit par le pétrole. Mais comme vous l'avez dit, le problème avec le pétrole, c'est que le pétrole brut, ce n'est pas ce qui est servi aux populations. Il faut qu'il soit raffiné. Et le problème, c'est que les raffineries sont en panne parce qu'ils ne sont pas entretenus, les investissements nécessaires ne sont pas faits. Il y a également des difficultés dans la courroie de transmission. Or, nous, CEDEAO, nous avons travaillé à interconnecter les réseaux électriques de tous les 15 pays sur le Nigeria et également un pipeline de gaz qui va du Nigeria jusqu'au Ghana, que nous comptons étendre aux autres États, mais encore faut-il qu'il y ait la ressource au niveau du Nigeria. Alors nous comptons sur les nouvelles autorités pour faire une politique dynamique de production de l'énergie et d'entretien des systèmes de distribution électrique pour que ça puisse vraiment servir au développement de toute l'Afrique de l'Ouest. Kadri Ouédraogo, vous n'avez pas répondu à ma question, pardonnez-moi, sur la corruption. Oui, non, je reviens voir. Vous avez parlé, non, vous avez parlé, non. J'en ai souvent des diplomates, donc je commence à pas comprendre. Je reviens, non, nous reconnaissons. Oui, mais je vois qu'il répond. Mais nous reconnaissons que la corruption, ce n'est pas un phénomène typiquement nigérian. C'est un phénomène de société qu'on rencontre en Afrique et ailleurs de l'Afrique. Et c'est la responsabilité de nous autres Africains et d'Africains de l'Ouest de lutter ensemble contre ce phénomène. Et c'est pour ça la CEDEAO a un protocole, le protocole que nous appelons le protocole sur les principes démocratiques et la bonne gouvernance qui contient des dispositions. On vient petit à petit, on n'invente pas le monde du jour au lendemain. Même les pays développés que vous avez commencé quelque part, vous avez connu la corruption, vous l'avez combattue. Nous sommes en train de poursuivre ce processus. Il faut être indulgent avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est pour vous dire que nous reconnaissons le phénomène de la corruption et la nécessité de la combattre intrinsèquement. Et la CEDEAO s'inscrit dans cette voie. Ibrahim Rahim, justement sur la corruption, la malgouvernance, ça va être vraiment l'un des grands défis de Mohamedou Bouhari. Il a lancé d'ailleurs, je crois, un projet de loi sur l'information publique pour plus de transparence dans la vie publique. Vous y croyez? Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? Il n'y a pas de choix. Il faut combattre la corruption, ou bien la corruption va vous combattre et vous détruire. Et c'est là où le Nigeria est arrivé. Les institutions étatiques ne fonctionnaient plus à cause du niveau de corruption même la guerre contre le Boko Haram. Pourquoi ça a tardé? C'est parce que la corruption a détruit la capacité des forces d'armée de faire le travail. Et je pense, franchement, dans cette transition, si
le président Barry n'arrive pas à combattre efficacement contre la corruption, le pays, la survie du pays même sera en question. Et il n'y a pas 1000 méthodes de lutter contre la corruption. Il n'y en a qu'un seul. Il faut que les gens qui sont corrompus doivent être traduits en justice et punir. C'est parce que dans les 6 dernières années, les plus corrompus étaient les amis des présidents et le système judiciaire a refusé de faire quoi que ce soit contre ces gens-là, que le phénomène a explosé. Il faut renverser cette tendance-là. Un mot, Rémi Chrétien, le mot de la fin pour vous. La lutte contre la corruption, ça a vraiment été votre cheval de bataille, je peux dire, durant votre campagne. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vraiment, je suis d'accord avec mon frère, on n'a plus de choix. C'est notre survie qui est en question ici. Si on continue à nous amuser avec le sujet de la corruption, on est fini. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe d'Abuja, notre réalisateur Romain Mogenet, à Ahmed Hussein, j'en oublie pas, à notre programmatrice Élise Dufaux et évidemment à Anthony Saint-Léger à l'édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Et puis retour lundi, pardonnez-moi, dans les studios à Paris.